En décembre 2024, un télescope a repéré un rocher de la taille d'un immeuble de 20 étages se dirigeant vers nous. Il avait plus de chances de percuter la Terre que tout autre astéroïde en 20 ans. Puis les calculs ont changé, la menace a disparu. Cette fois-ci, nous n'avons pas été les premiers à voir arriver un objet capable de raser une ville. Une tablette provenant d'une bibliothèque en Irak, un disque en bronze enterré sur une colline allemande, de la poterie fondue de la mer Morte. 3 objets de 3 pays différents décrivent le même événement. Chaque civilisation ancienne sur Terre a une histoire à propos de ce matin-là. C'est une histoire sur la fin du monde. Aujourd'hui, nous allons la lire sur une tablette d'argile. Nord de l'Irak, 1842. La Bible appelée Ninive, la plus grande ville du monde antique. Des murs hauts de 30 mètres, des rues assez larges pour que 3 chars roulent côte à côte. Les historiens classiques s'accordèrent sur son existence, mais personne ne l'a trouvée. Finalement, la plupart des chercheurs ont conclu qu'elle n'avait jamais existé. Puis, un consul français a commencé à dégager d'énormes taureaux ailés d'un monticule dans le nord de la Mésopotamie. Paris était en effervescence. Le British Museum voulait sa propre découverte, et Austen Henry Layard pensait savoir où en trouver une. La course pour retrouver la cité perdue commença. Layard suivit les indices. Les textes anciens plaçaient Ninive en face de l'actuel Mossoul, de l'autre côté du fleuve. Un tertre correspondait, une colline massive sur la rive est du Tigre. En 1849, Layard recruta une équipe et creusa encore et encore. Et puis, il tomba sur de la pierre. Il s'attendait à un palais, mais il est tombé sur pièce après pièce, rempli de tablettes d'argile, empilées, rangées et cataloguées. La plus grande bibliothèque du monde antique. Elle appartenait au roi Assurbanipal, qui voulait rassembler sous un même toit tout le savoir de la Terre. Il a envoyé des scribes dans l'Empire pour copier tout ce qu'il trouvait. Des textes médicaux, des cartes stellaires, des lettres royales, 30 000 tablettes, y compris la plus ancienne version de l'épopée de Gilgamesh. Nous avons encore ces documents grâce au roi Assurbanipal. Oui, le roi Assurbanipal. Assurbanipal. Assez urbain, mon pote. Assurbanipal. Donc, Ashtré Bonaparte a permis aux entreprises d'IA de voler nos données. Ah, cool, j'ai compris. Vas-y. Assurbanipal s'en vantait. Dans ses propres inscriptions, de sa propre voix, il affirmait avoir lu des textes écrits avant le déluge. Les chercheurs ont qualifié cela de vantardise royale. Puis, en 612 avant Jésus-Christ, les ennemis de Ninive ont réduit la ville en cendres. L'incendie aurait dû tout détruire. Mais ce ne fut pas le cas. Les tablettes d'argile ont encore durci à la cuisson. Les toits effondrés ont scellé les pièces. La bibliothèque est restée enfouie pendant 2500 ans, préservée par la même catastrophe qui était censée l'effacer. Layard a expédié les tablettes à Londres. Ensuite, la partie difficile a commencé. Le cunéiforme, l'écriture en forme de coin de l'ancienne Mésopotamie. C'était un code que personne ne pouvait encore entièrement déchiffrer. Un symbole pouvait signifier un seul mot, un seul son, un mot entier ou même une phrase entière. Les érudits ont passé des décennies à débattre de traductions, publiant des articles totalement contradictoires. Durant tout ce temps, une tablette attendait dans un tiroir. Elle était ronde, faisait environ 14 cm de diamètre, assez petite pour tenir dans une main. Et le fait qu'elle soit ronde était étrange, car les tablettes cunéiformes sont presque toujours rectangulaires. Un côté était vierge, l'autre était divisé en 8 parts égales, comme un gâteau, chacune remplie d'écritures et de petits dessins. Des flèches, des groupes de points, un triangle, une spirale. Le British Museum lui a attribué un numéro K8538 et un nom, le planisphère de Ninive. Un planisphère est une carte plate du ciel. Les savants qui l'ont nommé ont choisi ce nom au hasard, sans savoir à quel point ils étaient proches de la vérité. Parce que chaque expert qui a essayé de le lire a obtenu une réponse différente. L'un l'a appelé un instrument pour mesurer les étoiles. Un autre a consacré 300 pages à soutenir qu'il enregistrait une seule nuit en 650 avant Jésus-Christ. Un autre pensait que c'était un message pour le roi concernant les présages. Tous étaient d'accord sur un point. C'était un texte. Ils se disputaient juste sur ce qu'il disait. Et le scribe qui l'a gravé dans l'argile humide ne le comprenait pas non plus. Il l'a recopié ligne par ligne à partir de quelque chose qui avait 25 siècles de plus que lui. Un texte d'avant le déluge, exactement le genre de choses dont le roi se vantait de posséder.
Le scribe était un expert en langue morte. À l'époque où quelqu'un pouvait lire celle-ci, sa langue était morte elle aussi. La syriologie est un monde fermé. Il faut des décennies pour l'apprendre. L'écriture, les langues mortes, 3000 ans d'histoire mésopotamienne. Les traducteurs de ces tablettes s'entraînent toute leur vie. Les ingénieurs aérospatiaux doivent rester dans leur domaine. Alan Bond et Mark Hemschel étaient ingénieurs en aérospatial. Bond concevait des moteurs spatiaux. Hemschel enseignait l'astronautique. Aucun d'eux ne lisait le cunéiforme. Pendant des années, ils étaient convaincus que tous les traducteurs, depuis un siècle et demi, s'étaient trompés. La tablette n'était pas un texte du tout. C'était une carte. Les flèches et les groupes de points représentaient les positions des étoiles, 8 portions du ciel correspondant exactement à la position de vraies constellations comme les poissons et les Pléiades. Ce n'était pas une carte terrestre, mais celle du ciel nocturne au-dessus d'elle. Bond et Hemschel ont saisi les positions des étoiles dans un logiciel astronomique capable de reconstituer l'aspect du ciel à n'importe quelle date de l'histoire. Alors ils ont demandé au logiciel de trouver la nuit où ces constellations étaient alignées. Le logiciel a donné une réponse. 3123 avant Jésus-Christ. C'était 2500 ans plus tôt que tout ce que l'on n'avait jamais imaginé. Ils ont pensé que c'était une erreur, alors ils ont recommencé. Vérifier les constellations, vérifier la latitude. La réponse revenait toujours la même. Le 29 juin 3123 avant Jésus-Christ, juste avant l'aube. Vu depuis le sud de la Mésopotamie. 3 des 8 sections montraient un ciel ordinaire. Les 5 autres montraient ce qui allait suivre. Quelque chose a traversé ce ciel, assez lumineux pour projeter des ombres, assez rapide pour que le scribe doive le dessiner en plusieurs étapes pendant qu'il se déplaçait. La tablette décrivait une boule de pierre blanche, un disque sortant de la grande partie du ciel que nous appelons les poissons, se dirigeant vers le nord-ouest et traversant l'horizon à un angle que Bond et Hemschel pouvaient mesurer à une fraction de degré, 6 degrés au-dessus de l'horizon. C'est là que les mathématiques ne sont plus abstraites. Un objet aussi grand, aussi bas, se déplaçant aussi vite, ne s'arrête pas à l'horizon. Il continue sa trajectoire. Ils ont tracé la ligne sur la carte. Nord-ouest à travers l'Irak, à travers la Turquie, à travers les Balkans, sur 2000 miles, jusqu'à ce que la ligne vienne buter contre le flanc d'une montagne. Une vallée dans les Alpes autrichiennes, un endroit appelé Köfels. Pendant 100 ans, Köfels est resté un problème insoluble. Jusqu'à maintenant. Un morceau de montagne de la taille d'une petite ville, soit les 3/4 d'un mile cube de roche, s'est détaché de la crête dans une vallée alpine en un seul événement et a fait baisser le sommet de 180 mètres. L'éboulement couvrait près de 5 km de large et atteignait 500 mètres d'épaisseur. Une telle masse rocheuse ne chute pas sans intervention, il faut une force pour le déplacer. Un tremblement de terre ne convenait pas car aucune faille ne traverse la région. Un glissement de terrain normal ne convenait pas non plus. C'était trop grand, trop rapide et trop chaud. Ah, Janice. Qui ? Ah, mon premier amour, Janice. Trop grande, trop rapide, trop sexy. Oh, pourquoi tu dois parler d'elle ? Je n'ai rien dit. Parce qu'un détail a rendu Köfels étrange bien avant que quelqu'un ne prononce le mot astéroïde. La roche au fond de la coulée était fondue, pas altérée, pas broyée, fondue. Les géologues l'appellent frictionnite, une roche vitreuse qui se forme lorsque la pierre est broyée si rapidement que la friction la transforme en liquide. Köfels possède des couches de cette matière épaisse de plusieurs pieds et les cristaux de quartz le long de la coulée présentent des fractures de choc, des dommages microscopiques qui ne se forment que sous le type de pression que l'on trouve sur un site d'essai nucléaire ou dans un cratère d'impact confirmé. La même empreinte se retrouve à Chicxulub, là où la roche qui a tué les dinosaures s'est écrasée, et au Meteor Crater en Arizona. Chaleur, friction, nana, lubrifiant. Peut-on cesser de parler de Janice, s'il te plaît ? Je ne demanderai rien de mieux. Voici ce que Bond et Hemschel ont estimé nécessaire. Un objet d'1 km de large, soit 2/3 de mile, est entré dans l'atmosphère à 20 km par seconde, soit 45 000 miles à l'heure.
À 6 degrés, qui était l'angle indiqué sur la tablette, il est arrivé si à plat qu'il n'a jamais créé de cratère au sol. Il a rebondi sur le sommet de l'atmosphère comme une pierre sur un étang, écrasant l'air devant lui en un mur de plasma plus chaud que la surface du Soleil. Tout ce qui vivait sous sa trajectoire, chaque animal, chaque arbre, tout, depuis le golfe Persique jusqu'aux Alpes, a vu un second lever de soleil apparaître dans la mauvaise partie du ciel. Et lorsqu'il s'est finalement désintégré juste au-dessus de Kruffels, il a libéré plus d'énergie que toutes les armes nucléaires de la Terre, explosant en même temps. À titre de comparaison, en 1908, un rocher d'environ 50 mètres de large a explosé au-dessus de la Sibérie et a rasé 2000 km² de forêt. Nous appelons cela l'événement de la Tunguska. L'objet de Kruffels était 20 fois plus large. L'énergie dépend de la masse, pas seulement de la taille. Cet objet représentait des milliers de Tunguska. Une colonne de roches vaporisées a jailli tout droit hors de la vallée. Puis le jet stream l'a emporté, et 1 heure plus tard, le nuage s'étendait de l'Irlande à Moscou. Le nuage est monté à 40 miles d'altitude. Pour vous donner une idée, un avion de ligne vole à environ 7 miles de hauteur. La navette spatiale entre dans l'atmosphère vers 40 miles d'altitude. Le panache de Kruffels a atteint la même hauteur, sauf qu'il était composé de roches vaporisées, de fer en fusion et d'air transformé en plasma. Il a traversé les couches météorologiques jusqu'à la limite de l'espace. La plus grande bombe à hydrogène jamais construite, la Tsar Bomba soviétique, a également envoyé son champignon atomique à 40 miles d'altitude. C'est de cette échelle dont nous parlons. Mais Kruffels, c'était comme une succession de Tsar Bomba explosant au sommet d'une montagne. Le panache s'est déplacé latéralement et a suivi le courant jet vers l'est. Il s'est étendu en avançant, une colonne se transformant en champignon, puis en une nappe de débris incandescents de la taille d'un continent. À l'intérieur restaient des fragments non vaporisés par l'explosion, des billes millimétriques de fer et de roches en fusion, vitrifiées pendant leur ascension. Les scientifiques les nomment tectites et sphérules. Un impact laisse ces minuscules gouttes de planètes cuites dispersées par le vent. Le panache est finalement retombé. Les retombées se sont étendues à travers l'Europe et jusqu'au Proche-Orient. Et elles sont toujours là. Les archéologues les extraient encore du sol aujourd'hui. Voici la partie qui devrait vous empêcher de dormir. Kruffels ne fut pas un cas isolé. Les astronomes savent d'où venait la roche. Ils l'appellent l'essaim des Taurides, les débris d'une comète géante qui s'est désintégrée dans le système solaire interne au cours des 20 000 dernières années. Le plus gros fragment survivant est une comète de 4 km de diamètre qui continue de tourner autour du Soleil tous les 3 ans. Tout le reste, la poussière, le gravier, les roches et parfois même des montagnes, circulent dans un long tube de débris qui croise l'orbite de la Terre 2 fois par an, chaque année depuis plus longtemps que notre espèce n'existe. Aujourd'hui, ces débris ne sont rien. Quand la poussière brûle au-dessus de chez vous à Halloween, vous appelez ça la pluie de météores des Taurides et faites un vœu. J'ai déjà fait un vœu. J'ai souhaité que chaque fois que quelqu'un tapait sur mon ampoule, il devienne désagréablement humide pour toujours. Ça a marché. Tu es sec, n'est-ce pas, humain? Oh là là, ce John Cena est tellement idiot. De temps en temps, un morceau plus gros passe, et nous en avons la preuve. En 1975, la Terre a traversé une partie dense du courant, et une partie a frappé la Lune. Les sismomètres que les astronautes d'Apollo ont laissés à la surface ont détecté les impacts, les appareils sur la Lune résonnant alors que l'essaim passait. Les gros morceaux n'apparaissent pas tous les ans, mais arrivent en groupe, espacés de milliers d'années. Les débris ne sont pas répartis de façon uniforme, ils font 7 orbites autour du Soleil pour 2 de Jupiter. Et de temps en temps, la gravité de Jupiter lui donne une impulsion et rassemble les roches dispersées en amas denses. Imaginez un chercheur d'or faisant tournoyer une bâtée pour rassembler l'or en un point. La Terre ne croise pas souvent ces amas, mais quand cela arrive, des villes brûlent. L'un d'eux était sur la rive de la mer Morte, une ville entourée de récits depuis des millénaires. Une ville que, selon la Bible, Dieu lui-même avait promis de détruire. Et si tu te souviens comment l'histoire se termine, ça ne se termine pas bien. Pour la plupart des archéologues, Sodome était une simple légende.
La Bible disait que Sodome et sa ville sœur, Gomorrhe, ont brûlé en une seule matinée sous une pluie de feu et de soufre tombé du ciel qui a laissé la terre morte derrière elle. Les auteurs anciens ont répété cette histoire. Les cartes médiévales indiquant les villes sans que l'on trouve les ruines. Vers le milieu du siècle dernier, les archéologues ont abandonné les recherches. Sodome a été rangé avec l'Atlantide. Une leçon morale, pas un lieu réel. Mais Stephen Collins n'y a pas cru. Phil Collins? Stephen, Non, mec, ça aurait été génial. In the Air Tonight est en fait une histoire sur des astéroïdes qui tombent du ciel. Épique. Collins. It doesn't show, but the pain still grows. It's no stranger to you and me. Tu as fini? Maintenant, bien sûr. Collins dirigeait le programme d'archéologie dans une petite université évangélique au Nouveau-Mexique. Le milieu universitaire traditionnel ne le comptait pas parmi eux. Les archéologues évangéliques fouillent pour mettre la Bible à l'épreuve, et cela le mettait à l'écart. Mais Collins était sûr de deux choses. Sodome était réel, et il savait où chercher. Où cherches-tu, Uranus? Ça suffit. Il a passé 10 ans à étudier la géographie avant même de prendre une pelle. La Bible place Sodome sur la plaine, au nord de la mer Morte, pas au sud, là où tout le monde avant lui a cherché. Un site se trouvait exactement là où le texte l'indiquait, un tertre de l'âge du bronze en Jordanie, appelé Tal el-Hammam, et ce n'était pas un village. À son époque, c'était la plus grande ville de la région, 10 fois la taille de Jérusalem et 5 fois celle de Jéricho. Sa vie s'est terminée d'un seul coup, dans une seule couche brûlée, vers 1650 avant Jésus-Christ. Alors, en 2005, il a commencé à creuser. 15 saisons, 1,50 m de charbon de bois et de cendres. Son équipe s'attendait à trouver des traces de guerre. Les armées brûlent les villes, les tremblements de terre les rasent, les volcans les ensevelissent. C'est ainsi qu'une ville de l'âge du bronze mourait, mais ce qu'ils ont sorti de terre ne correspondait à aucun de ces scénarios. Ils ont trouvé de la poterie qui avait fondu au lieu de se briser, vitrifiée d'un côté et intacte de l'autre, comme si quelqu'un avait passé un chalumeau sur une face d'un morceau d'argile. Ils ont trouvé des briques de terre crue dont la face extérieure était transformée en verre, tandis que l'intérieur restait en argile, et du grain réduit en poussière noire, cuit sur place. Le verre se forme à environ 2000 degrés Celsius. La lave d'un volcan atteint au maximum environ 1200 degrés. Rien à la surface de la Terre ne chauffe la poterie autant. Puis, ils ont trouvé les corps. 2 crânes posés à une largeur de main l'un de l'autre, l'un avec l'orbite écrasée, un squelette dans la salle du trône du palais, la moitié supérieure tout simplement disparue et la moitié inférieure brûlée jusqu'à l'os. Collins n'y faisait pas confiance. Il a envoyé des échantillons à plusieurs laboratoires, tous ont renvoyé la même empreinte. Quartz choqué, les mêmes cristaux fracturés que ceux de Kuffels, des perles microscopiques de fer et de verre en fusion, de la poussière de diamants formée dans le premier instant d'une onde de choc. Et une couche d'iridium dans le sol, le même métal qui prouve que les dinosaures ont disparu à cause d'un impact. Les chiffres indiquaient une explosion aérienne, une détonation dans l'air plutôt qu'un cratère dans le sol. Quelque chose a explosé à environ 4 km au-dessus des toits avec une force équivalente à 1000 bombes d'Hiroshima. Depuis les remparts de la ville ce matin-là, l'éclair apparut d'abord plus brillant que le soleil. Le souffle est arrivé quelques secondes plus tard, se déplaçant plus vite que la vitesse du son. La Terre contient un indice de plus. La couche de destruction est saturée de sel, en moyenne à 4%. Dans certains échantillons, un quart du sol est composé de sel. L'équipe pense que l'explosion était assez proche de la mer Morte pour en vaporiser une partie. Et ce qui est retombé sur les champs, c'était la mer elle-même. Un détail étrange de l'histoire biblique est que la femme de Lot fut changée en statue de sel en se retournant. C'est aussi le seul détail que le sol confirme. Le sel a tout empoisonné, rien n'a poussé. Dans une zone de 24 km de diamètre, 120 villes et villages ont disparu et sont restés abandonnés pendant 600 ans. Son équipe s'attendait à trouver des tombes. Ils ont trouvé quelque chose comme Pompéi, 17 siècles avant la catastrophe de Pompéi. Ils ont trouvé des gens figés en plein mouvement, la bouche ouverte, les mains levées, saisis dans la demi-seconde avant leur mort. On ne peut s'empêcher de se demander alors, qu'ont-ils dit ?
Été 1999, une colline boisée dans l'est de l'Allemagne. 2 hommes avec un détecteur de métaux ont reçu un signal et ont creusé. Ce qui est sorti de terre était un disque de bronze de la taille d'une assiette, couverte de croûte verte et lourde. Des formes en or étaient martelées sur la surface. Un cercle, un croissant, un groupe serré de 7 points. Les hommes étaient des pilleurs ignorants de ce qu'ils possédaient. Ils l'ont entaillé à la pelle en le sortant, ont ébréché l'or et ont vendu le tout le lendemain pour 31 000 marks. Ensuite, le disque a disparu. Pendant 3 ans, il a circulé sur le marché noir, faisant grimper son prix à près d'1 million. Mais un problème subsistait pour son détenteur. Selon la loi allemande, le disque appartenait à l'État. Chaque vente était un crime. Il ne pourrait donc jamais réapparaître au grand jour. L'objet le plus convoité du marché noir allemand ne pouvait pas être vendu en Allemagne. Mais les autorités savaient qu'il était quelque part. Alors, en 2002, ils ont tendu un piège. Un tuyau signalait que le disque était en Suisse et une rencontre a eu lieu dans un bar d'hôtel à Bâle. Les archéologues de l'État ont joué le rôle de l'acheteur. Les trafiquants ont posé 3600 ans d'histoire humaine sur une table à côté des boissons et l'archéologue l'a immédiatement saisi. Il a compris en un instant que l'objet était authentique. Il a aussi refusé de le lâcher. Pendant ce temps, la police en civil s'est approchée de la table. Ainsi, la plus ancienne image du ciel jamais trouvée a été exposée dans un musée grâce à une opération d'infiltration. Nettoyé et restauré, le disque révèle un ciel nocturne en or et bronze foncé, un soleil ou une pleine lune, un croissant. Et ce groupe serré de 7 points, les Pléiades, les mêmes 7 étoiles que le scribe a gravées dans l'argile à Ninive. L'or venait de Cornouailles, en Angleterre. Le cuivre provenait d'une seule mine dans les Alpes autrichiennes, à environ 290 km de Köfels. Et le long d'un bord, il y a un long arc doré incurvé. La plupart des chercheurs y voient un bateau transportant le soleil à travers la nuit. D'autres y voient autre chose, une chose avec une queue traversant le ciel. La plus ancienne carte découverte en Syrie a été enterrée quelques années après le matin où les villes de Sodome et Gomorrhe ont brûlé. D'accord, qu'est-ce qu'on a? Tout ce que je viens de dire, de la tablette au disque, est une histoire publiée par plusieurs équipes de recherche. Le livre de Bonn et Hemschel sur le planisphère de la planète, les 15 ans de Collins à Tal el-Hammam, un article de 2021 dans une grande revue affirmant que la ville a péri dans une explosion venue du ciel. C'est une sacrée histoire. Mais est-ce que c'est vrai? Nous allons commencer par la tablette. K8538 est réel. Il se trouve actuellement au British Museum. C'est assyrien, et il est vraiment rond alors que presque rien d'autre dans cette collection ne l'est. Ce qui est en question, c'est la traduction. Les assyriologues professionnels, ceux qui ont consacré leur vie à cela, n'adhèrent pas vraiment à l'interprétation de Bon et Hemschel. Ils y voient un calendrier rituel sur les dieux et constellations, pas un témoignage oculaire. Bon et Hemschel le lisent comme des ingénieurs lisent des données. Les deux interprétations conviennent aux marques, mais une seule est testable. Köfels est plus solide. La roche fondue est réelle. Une montagne s'est effondrée en une nuit et la pierre au fond a fondu. Ce qui n'est pas clair, c'est quand et pourquoi. La meilleure datation que nous ayons situe l'éboulement vers 7500 avant Jésus-Christ, soit plus de 4000 ans avant la date indiquée sur la tablette. Et c'est un sérieux problème pour la théorie de l'impact. Certains géologues estiment qu'un grand glissement de terrain pourrait à lui seul faire fondre la roche, et d'autres contestent également le quartz choqué. Dans le pire des cas pour la théorie, la date divise l'histoire en deux. Une montagne qui s'est effondrée en 7500 avant Jésus-Christ et une boule de feu au-dessus de la Mésopotamie en 3123 avant Jésus-Christ. La tablette perd la montagne, mais le ciel garde son palmarès. Tal el-Hammam est sur le grill. Cet article de 2021 a reçu le plus d'attention et le plus de critiques. Mark Boslou, physicien à l'Université du Nouveau-Mexique spécialisé dans la modélisation des explosions aériennes, a réfuté la comparaison avec la Tunguska et souligné des photos de fouilles qu'on avait fait pivoter pour coller au récit de l'explosion. L'article a suscité plus de 180 contestations sur un site de surveillance scientifique. En avril 2025, la revue l'a rétracté et Mark Boslou n'a pas pu résister à faire une blague sur la genèse en partant. Oh, a-t-il dit qu'il vivait dans Land of Confusion? Vraiment? C'est une reprise de Phil Collins. Je sais ce que c'est. Le titre de sa critique disait que l'affirmation sur Sodome devait être prise avec une statue de sel. Mais cela n'a pas résolu le conflit, seulement déplacé.
Un mois plus tard, la même équipe a republié une version élargie ailleurs, avec de nouvelles données et un modèle informatique de l'explosion. L'équipe a indiqué qu'un groupe restreint de scientifiques avait tenté d'interrompre la discussion, sans succès. Le problème, c'est que la revue choisie a été fondée par des partisans de ces idées d'explosion aérienne. Donc, selon qui on interroge, c'est soit une équipe courageuse qui contourne les gardiens du temple, soit un petit cercle fermé qui publie ses propres travaux. Une rétractation n'implique pas que la ville n'a pas été détruite, mais que l'affirmation initiale sur la manière de sa destruction n'a pas été confirmée. Mais voici ce que les critiques ne peuvent pas balayer d'un revers de main. Tal el-Hammam n'est pas la seule. Il y a 12 800 ans, bien avant l'écriture, un village sur l'Euphrate appelé Abu Huraira a brûlé de la même manière. Le même verre fondu, la même poussière de diamant, les mêmes perles de fer, des températures dépassant 3600 degrés. Il n'y a eu aucune rétractation concernant Abu Huraira. La grande idée selon laquelle une comète aurait frappé à la fin de la dernière ère glaciaire est l'une des querelles les plus féroces de la science moderne. Mais l'article tient toujours. Donc, même si Tal el-Hammam s'effondre demain, le schéma ne s'effondre pas avec lui. Et puis, il y a le disque. En réalité, personne ne peut le lire. L'interprétation de la comète est une opinion minoritaire. La plupart des chercheurs voient un bateau transportant le soleil. Le cuivre provenant d'une mine près de Keuffels pourrait être le souvenir d'une route commerciale. Les gens débattent encore de l'âge réel de cet objet. Certains le datent de l'âge du bronze, d'autres le disent plus jeune de 1000 ans. Mais le disque est authentique. Ce dont il se souvient reste à déterminer. Donc, nous n'obtenons pas de réponse. Nous avons juste un inventaire. Nous savons qu'un scribe a copié une tablette qu'il ne pouvait pas lire, et que la bibliothèque qui la contenait a brûlé, et que l'incendie l'a sauvé. Nous savons qu'une montagne d'Autriche s'est effondrée en une nuit, et que la roche à sa base a fondu, et qu'un village sur l'Euphrate a été vitrifié. Nous savons qu'une ville au bord de la mer Morte a brûlé en une seule matinée et est restée vide pendant 600 ans. Et nous savons que presque toutes les cultures anciennes de la Terre racontent une histoire sur le jour où le ciel a pris feu. Les Sumériens et les Égyptiens, les Grecs et les Mayas, ainsi que les Hopis et les aborigènes australiens. Peut-être que c'est la même histoire, ou peut-être aucune ne l'est. Mais voici la partie qui m'effraie. Mark Boslou, l'homme qui a aidé à réfuter l'article sur Sodome, a dirigé une nouvelle étude sur le courant des Taurides, le même courant que celui de Keuffels. La découverte de son équipe. L'essaim fera ses prochains passages, rapprochés en 2032 et 2036. Et si des roches dangereuses s'y trouvent, la plupart ne seront visibles que lorsqu'elles nous auront déjà dépassés. Lorsqu'il explique pourquoi il prend l'essaim au sérieux, il montre la Lune. Les pics de boules de feu et les impacts lunaires surviennent précisément comme prévu par la théorie de l'essaim. En résumé, nous ne le saurons pas avant 2032 quand il sera trop tard, à moins que nous n'agissions avant. Celui qui a démystifié une partie de l'histoire alerte désormais sur l'autre. La dernière fois que l'essaim s'est approché ainsi, c'était en juin 1975, et ce passage a fait résonner la Lune. C'est vrai. Les astronomes avaient organisé une campagne de recherche dédiée aux gros objets lors du passage de l'essaim en 2019, la meilleure fenêtre d'observation depuis des décennies. Ils n'ont jamais pu observer. Des manifestations à Hawaï ont bloqué le site, empêchant l'utilisation des télescopes pendant toute la fenêtre d'observation. Ils ont réessayé en 2022 avec 2 télescopes et sont revenus bredouilles, ce qui est plutôt une bonne nouvelle en quelque sorte. Le ciel vide a écarté les géants, il n'a pas pu écarter les petits objets. Selon les calculs de l'équipe, l'essaim pourrait encore abriter jusqu'à 1 millier de roches de la taille de celles ayant explosé au-dessus de Tcheliabinsk, en Russie. C'était en 2013, et cela a envoyé 1500 personnes à l'hôpital. Ils pourront encore observer 2 fois avant l'arrivée de l'essaim. 2029. Et un peu plus tôt, en 2026. Oui, cette année. Dans quelques mois. Ce qui nous ramène à notre point de départ. En décembre 2024, un rocher de la taille d'un immeuble est passé entre la Terre et les satellites. Nous ne l'avons jamais vu arriver, seulement repartir. Il est sorti du ciel en plein jour, il nous a dépassés, et un télescope au Chili l'a repéré 2 jours plus tard, alors qu'il s'éloignait déjà. Sa date de retour était en décembre 2032, une roche différente, une famille différente, la même année où l'essaim revient. Au départ, les calculs montraient qu'il pourrait toucher la Lune au lieu de nous, ce qui excitait honnêtement les astronomes. Une occasion d'observer un impact ailleurs, sur une surface où nous pourrions l'étudier pendant des siècles.
Puis, en mars dernier, le télescope Webb a traqué la roche une fois de plus et a annoncé qu'il passerait largement à côté, à 24 000 km. Les calculs nous ont sauvés cette fois-ci. Les gens qui ont vu le ciel se déchirer il y a 5000 ans n'avaient pas ces calculs. Ils n'avaient même pas de mots pour cela. Ils avaient ce qu'ils voyaient, un morceau d'argile humide et l'espoir que quelqu'un, un jour, le ramasserait et comprendrait. Et en ce moment, c'est nous qui tenons la tablette. Alors arrêtons de traduire un instant et écoutons simplement la chose. Pas la théorie, pas la date, juste ce que l'objet nous dit. Il nous dit une chose aussi clairement que le matin où il a été enregistré. Le ciel est un endroit dangereux. Tu ferais mieux de faire quelque chose à ce sujet.